Et puis, j'ai l'impression aussi que, ce que j'ai compris, c'est que les gens ils suivent pas nécessairement bien le guide alimentaire canadien. Les jeunes, ils ont des cours d'éducation physique, mais on parle encore d'obésité. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on apprend à l'école, on l'applique pas. Est-ce qu'il y a un problème aussi au niveau de l'application de qu'est-ce qu'on apprend? Parce que si les jeunes, ils préfèrent aller jouer aux jeux vidéo à la place de faire du sport ou des choses comme ça, on les éduque, mais on les sensibilise pas. Ben, il y a des cours d'éducation physique à l'école, c'est quand même déjà bien, hein? Donc, on parle d'exercice à l'école. Okay. Mais on sait très bien que l'obésité n'est pas nécessairement causée par un manque d'activité physique. C'est surtout causé par une mauvaise alimentation, c'est-à-dire un apport en aliments trop dense en calories. Donc, c'est pas que les gens mangent trop, hein. Les gens mangent pas trop, mais ils mangent des aliments qui ont une trop grande densité calorique. Exemple, une pomme de terre a une densité calorique très faible, mais si on la fait frire, elle va avoir 5 fois plus de calories pour le même poids. Alors, les aliments d'aujourd'hui, les aliments transformés, malheureusement, c'est ça, ils ont une trop grande densité calorique. Alors, le problème de poids est rarement un manque d'exercice. L'exercice, il faut en parler beaucoup, beaucoup parce que c'est extrêmement important pour la santé. C'est important pour la santé cardiovasculaire, la santé des os, pour prévenir de nombreux troubles de santé. Mais en termes d'efficacité sur le poids, c'est pas ce qu'il y a de numéro un. On dit souvent qu'une perte de poids, c'est 80% alimentaire, 20% exercice. Donc, mais il faut inciter quand même les jeunes à faire de l'exercice. Je crois qu'il y a quand même, les jeunes sont quand même relativement actifs, là. C'est sûr qu'ils sont souvent devant leurs vidéos, mais reste que on voit quand même beaucoup de joueurs de soccer, puis de hockey. Les jeunes, quand même, aiment bien bouger. Les jeunes, ils ont plein d'énergie, donc en général, ils vont bouger. Mais c'est sûr qu'il faut aussi inciter les jeunes à le faire. Mais ça, on peut pas dire qu'on n'a pas fait de notre part à ce niveau-là. On a fait beaucoup, beaucoup pour l'arrêt du tabac et l'exercice physique. La grande faille présentement, c'est l'alimentation. Donc, on a vraiment peu investi là-dessus, et c'est pourtant la pierre angulaire de la prévention des problèmes de santé. D'accord. Donc, on a 2 sur 3. Il manque le troisième bout, le plus important, c'est-à-dire la sensibilisation sur la nutrition. Oui. OK. Et puis, tandis que moi, qu'est-ce que j'entends aussi, c'est que les écoles sont responsables des aliments qui servent à l'école. Donc, les machines distributrices, la cafétéria. Donc, on s'assure que dans les cafétérias puis dans les machines, il n'y a pas de malbouffe. Est-ce que c'est le rôle de l'école d'aller plus loin que de qu'est-ce qui est distribué à l'école, puis après ça, c'est les parents, c'est à la maison que les parents font l'éducation? Là, présentement, le problème, c'est que les parents eux-mêmes n'ont pas été éduqués à l'école. Donc, présentement, les parents ils n'ont pas assez de connaissances pour les transmettre à leurs enfants. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, il va falloir commencer à quelque part, parce que les enfants d'aujourd'hui qui vont être éduqués vont devenir des parents qui vont pouvoir éduquer leurs enfants. Mais il faut commencer à quelque part d'éduquer les parents, et c'est à l'école que ça se fait. Alors, c'est sûr que la cafétéria, si on offre de la nourriture malsaine, c'est ce que les jeunes vont manger, c'est ce qu'ils aiment aussi. Mais, selon moi, l'offre va dépendre de la demande. Parce que si on crée des jeunes éduqués, qui ont des connaissances pour savoir comment choisir leurs aliments, c'est à ce moment-là, l'offre va changer. Si demain matin, tout le monde décide d'arrêter d'aller chez McDonald's parce qu'ils savent que c'est pas bon pour leur santé, les McDonald's vont fermer. Donc, moi, je crois que une population éduquée va faire des meilleurs choix et l'industrie va s'adapter en fonction de la demande. Alors, c'est pour ça que moi, je préfère travailler au niveau éducationnel que de travailler au niveau de l'offre. Donc, comme je disais, on est mal pris parce que c'est sûr que les aliments, la malbouffe, c'est meilleur au goût. Donc, c'est sûr que les jeunes sont plus attirés vers une barre tendre enrobée de chocolat toute sucrée qu'une pomme. Donc, on a une grosse compétition, là. Alors, il faut mettre encore plus d'efforts sur les connaissances en nutrition pour être capable de résister à la malbouffe. Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler extrêmement fort nos connaissances en nutrition pour être capable de dire non à la malbouffe. Donc, mais quand on va avoir une population éduquée, motivée,
automatiquement, les choses qui vont se vendre à l'épicerie et dans les restaurants vont automatiquement s'ajuster. D'accord, d'accord. Et puis, on va poser la question, par exemple, le nerf de la guerre. Donc, tout le monde se pose, pas tout le monde, mais bien des mondes se posent la question, comment on va payer ça? Combien ça coûte? Donner des cours de plus? Le ministère de l'Éducation, est-ce qu'il va pouvoir se permettre ça? L'autre affaire aussi, c'est bien manger, ça coûte plus cher. C'est ça qu'on entend. Côté argent, comment ça va se répercuter au niveau des gens? Excellente question. Ça, c'est sûr que ça a été beaucoup demandé par les journalistes, justement. Premièrement, il faut s'enlever de l'idée que manger sainement, ça coûte plus cher. Si on mange des aliments de base, au contraire, on réduit le coût de l'épicerie. Si, par exemple, on se fait des biscuits à la maison plutôt que de les acheter tout faits, c'est sûr que ça coûte moins cher. De manger un bon bol de gruau le matin, de manger des galettes de sarrasin, ça coûte vraiment pas cher, beaucoup moins d'ailleurs que des barres tendres ou des céréales achetées tout faites. Des légumineuses, par exemple. On mange pas assez de légumineuses au Québec. S'il y a quelque chose qui coûte pas cher, c'est ça. Les légumes coûtent c'est peu dispendieux. Les grains entiers sont pas dispendieux non plus. Un riz brun, de l'orge, c'est tous des ingrédients de base qui sont très, très peu dispendieux. Donc, premièrement, ça coûte moins cher bien manger. Et deuxièmement, ça coûte cher être malade. Là, c'est sûr que ça paraît pas, hein. Nous autres, quand on va à l'hôpital, ça nous coûte rien. Mais ça nous coûte de l'argent dans nos taxes et dans nos impôts parce que présentement, c'est $1 sur 2, 50% du budget qui est consacré à la santé, on pourrait dire, à la maladie. Donc, ça nous coûte cher en tant que société. Des êtres malades, ça coûte cher. Donc, la moitié du budget, et Dr Junot, qui était à la conférence de presse vendredi passé à l'Expo Manger Santé, disait que si ça continue comme ça, dans 20 ans, ça sera plus 50% du budget, ça va être 70% du budget. Donc, il faut faire quelque chose là pour prévenir qu'à un moment donné, ça soit, on engouffre tout notre argent dans le système de santé. Alors, c'est sûr que quand on regarde ça à court terme, oui, il va falloir investir un peu, mais c'est un petit peu plus à long terme, on va sauver tellement de sous en termes de prévention. Et il y a Jeanne Pousse qui était à la conférence de presse qui s'occupe de voir à l'éducation au primaire, et eux, ils ont calculé, et ça coûterait $20 par enfant pour tout le primaire pour apprendre aux jeunes comment mieux se diriger dans leurs habitudes alimentaires. On parle de $20 par enfant pour tout le primaire. Alors, c'est faux que ça coûterait cher. Dans le fond, on aurait juste à transmettre des informations via les cours à l'école. Donc, c'est au contraire quelque chose qui coûterait vraiment peu cher. La transmission de connaissances, ça coûte pas cher. Ce qui coûte cher, c'est la maladie. Parce que quand on regarde les instruments chirurgicaux qu'on utilise, par exemple, pour faire des pontages, pour faire des stents qu'on appelle pour débloquer les artères ou mettre écraser les plaques de gras, que ce soit au niveau des scanners pour voir si les gens ont des cancers et tout. Ça, là, s'il y a quelque chose qui coûte cher, c'est vraiment toute cette technologie-là. Et ça, éventuellement, on n'aura peut-être même plus les moyens de se le permettre. Alors, c'est plus rentable pour une société d'investir en prévention que d'investir dans le curatif. Parfait, c'est super intéressant. Et puis, qui sont les signataires et puis qu'est-ce que le public peut faire? Là, peut-être des parents nous écoutent, des enfants nous écoutent, le public veut savoir, qu'est-ce qu'on fait maintenant, là? Qu'est-ce qui se passe avec la coalition, puis qui sont les signataires? OK, donc c'est sûr que ça s'est fait très rapidement, cette coalition-là. Étant donné que c'était la campagne, on a dit c'est le moment idéal pour demander aux politiciens de s'engager. Alors, stratégiquement parlant, évidemment, on est allé chercher des médecins de renom pour appuyer. Donc, Dr Martin Junot de l'Institut de cardiologie, qui est chercheur à l'Institut de cardiologie, Dr Richard Béliveau, qui est notre grand spécialiste en prévention de cancer, a appuyé aussi. Dr Reeves, qui est un excellent vulgarisateur aussi, là, qui est cardiologue et qui nous a beaucoup aidé là, dans cette campagne. On a Dr Yves Lamontagne, qui est anciennement président du Collège des médecins. On a Dr Julien, qui est pédiatre social, qui a une belle grande réputation ici à Montréal. J'ai eu l'appui de
la Fédération des omnipraticiens du Québec. Donc, ils représentent tous les omnipraticiens du Québec. Alors, on a leur appui. La coalition Poids est parmi nous. On a de nombreux médecins, des nutritionnistes. Alors, vraiment, ça a été unanime. Tout le monde à qui on a demandé ont joint le mouvement. Donc, c'est vraiment très, très positif. Et pour les parents, la population, là, ce qu'on va faire dans les prochaines semaines, ça va être de faire une pétition. Donc, on va vouloir avoir l'appui de la population, parce que si la population le veut et que les spécialistes le veulent, ça va donner un poids, une plus grande force au mouvement, et le gouvernement va peut-être à ce moment-là nous écouter. Je crois avoir aussi lu qu'il y avait eu un sondage à ce niveau-là. Oui, effectivement, on a sondé la population. La semaine passée, on a eu le résultat, et 88% de la population veulent un cours de nutrition à l'école. Parfait. Donc, aucune raison pour s'opposer à cette campagne, cette coalition. Donc, tout avoir fait du des sens. enfants éduqués, ça peut juste faire du bien en termes de qualité de vie à notre population québécoise. Parfait. Est-ce que vous avez eu des commentaires ou des réactions de la part de l'industrie, que ce soit favorable ou défavorable? Présentement, non. Ils n'ont pas manifesté aucune opposition. Sûrement, hein, je veux dire, c'est sûr que eux, ils vont. C'est sûr que si la population veut mieux manger, ils vont devoir s'adapter. Tu sais, peut-être que McDonald's va devenir un restaurant santé éventuellement. Mais disons que c'est ça. Dans le fond, l'industrie a amplement de pouvoir comme ça. C'est à nous maintenant de prendre notre place et d'avoir un plus grand pouvoir. Parfait. Donc, merci beaucoup, Anne-Marie. Comment peut-on suivre les développements de la coalition? Ben, vous allez sur le site internet coalition-nutrition.com et ça va vous donner le suivi. Et il y a la page Facebook aussi. Donc, la page Facebook, c'est Coalition, des cours de nutrition pour un Québec en santé. Parfait. Donc, c'était Anne-Marie Roy, organisatrice de cette coalition. Merci beaucoup, Anne-Marie, pour cette entrevue. Merci infiniment à vous. Merci.